Dans son commentaire sur l'Upanishad Kinner, Sri Aurobindo nous guide vers une compréhension plus profonde de l'origine et de la nature de nos sens. Il explique que la base de tous les péchés réside essentiellement dans le contact de l'esprit avec un objet et la reproduction mentale de son image. Il soutient également que les sens ne sont pas essentiellement des phénomènes physiques ou biologiques, mais des phénomènes de conscience et de mentalité. Le chapitre aborde la perspective de la psychologie indienne, qui considère l'esprit comme le sixième sens, car il est à la fois un pouvoir de connaissance et un pouvoir d'action. Sri Aurobindo donne 3 exemples qui ne peuvent être expliqués que par une compréhension plus profonde de la perception. Le premier exemple concerne une fille de chambre analphabète qui peut reproduire exactement ce que son maître lui a récité lorsqu'elle était fiévreuse, même si elle n'écoutait pas consciemment. Le deuxième exemple concerne une personne sous anesthésie pour une opération, qui peut décrire précisément chaque détail de l'opération et ressentir la douleur, même si le fonctionnement biologique des sens est bloqué. Le troisième exemple concerne un insecte qui part chercher de la nourriture pour ses enfants et qui doit attraper sa proie. Ces exemples montrent que la perception va au-delà des sens physiques et implique une conscience plus profonde. La manière dont les animaux agissent de manière précise et efficace sans avoir une connaissance physique externe de l'anatomie de leur proie est un phénomène fascinant. Par exemple, les insectes peuvent piquer leur proie avec une précision chirurgicale, tandis que les animaux sauvages savent instinctivement quels fruits ou champignons sont comestibles ou toxiques. Ces connaissances et actions précises relèvent d'une connaissance innée et d'une capacité d'action incroyable. De même, un serpent peut piquer une proie exactement au bon endroit pour la rendre inconsciente, bien qu'il n'ait pas de connaissance biologique du système nerveux interne de sa proie. Ce genre de précision est similaire à celle d'un archer qui peut atteindre le centre d'une cible sans même la voir à travers les arbres. Cela souligne la capacité innée que nous avons en nous pour relever les défis qui se présentent à nous. Dans cet extrait, l'auteur met en avant l'idée que tout apprentissage provient de notre propre capacité intérieure. Il remet en question l'idée selon laquelle nous devrions lutter et chercher à acquérir des connaissances venant de l'extérieur. Au contraire, il soutient que tout apprentissage émerge de notre propre être intérieur et que les exercices externes ne sont qu'un moyen de développer notre conscience et notre volonté. Il mentionne également l'exemple de l'art de l'archerie au Japon, où le maître parvient à réaliser des prouesses grâce à la suppression des interférences externes de l'esprit. Enfin, il souligne l'importance de changer notre approche dans nos activités quotidiennes et d'appliquer ces principes conscients à nos apprentissages et à nos actions. Les expériences physiques ne sont connues que parce que la vie nerveuse dans le corps apporte à l'esprit incarné. Je suis assis ici, je regarde et à travers la biologie, la lumière entre dans mes oreilles, prenant ces signaux, c'est tout ce que je sais. Même de cela, je ne peux conserver et utiliser que ce que mon esprit conscient retient et se souvient. Par exemple, je pourrais me souvenir d'une moto qui passe brièvement si mon esprit conscient y prête attention, mais je ne me souviendrai pas des centaines de fois au cours des 20 dernières années où j'ai pu entendre une moto, car je n'étais pas conscient de les retenir. Cependant, il y a une conscience subliminale plus vaste en moi qui n'est pas limitée de cette manière. Cette conscience perçoit ce qui n'a pas été perçu par l'esprit conscient et ses organes, et connaît ce que l'esprit conscient n'a pas appris par ses propres expériences. Par exemple, un insecte connaît l'anatomie de sa proie, un homme peut ressentir et se souvenir des sensations de douleur même s'il était sous anesthésie et une servante illettrée peut entendre et retenir avec précision les mots d'une langue inconnue. Cette conscience subliminale a la capacité, par une action supérieure, de comprendre des sons superficiellement incompréhensibles, comme une chanson dans une langue étrangère où l'on peut ressentir les émotions et le ton sans comprendre les paroles. Ces exemples montrent qu'il existe en nous une capacité supérieure à comprendre et à connaître au-delà des limites de l'esprit conscient. Cela nous amène à une réflexion sur la nature de notre compréhension et de nos actions habiles. Toute notre compréhension est essentiellement une réflexion de cette compréhension plus profonde, tout comme toutes nos actions habiles apprises sont essentiellement une expression de notre volonté véritable innée, maintenant imprimée et organisée dans les parties superficielles de notre être. Il est important de comprendre cela car cela peut nous aider à développer ces capacités si nous le souhaitons. Par exemple, la mère a montré qu'elle pouvait comprendre et répondre dans une langue qu'elle ne connaissait pas, car elle avait atteint un niveau où elle se libérait des limitations linguistiques. Cette compréhension nous amène à la reconnaissance que notre compréhension et notre action habile reposent sur des niveaux plus profonds de conscience qui peuvent être travaillés et développés avec le temps et la pratique. Dans ce passage, la possibilité de communiquer et de comprendre au-delà des mots est explorée. L'auteur explique comment la mère d'un homme a été capable de comprendre ce qu'il disait en Canada même si elle ne connaissait pas cette langue, grâce à une connexion au niveau de la conscience. En élevant sa propre conscience, elle a pu échanger avec lui sur un niveau supérieur de compréhension. Il est souligné que nous avons tous la capacité de nous élever au-delà des mots et de comprendre au-delà du langage, mais cela nécessite des efforts. Des exemples sont donnés, tels que celui des enfants qui apprennent simplement en écoutant leurs parents parler, ou celui des personnes qui ont des troubles du développement mais qui ont des compétences artistiques exceptionnelles. L'auteur explique que cette capacité de communication est présente en nous, et c'est elle qui rend possible tout autre apprentissage. En conclusion, l'auteur aborde le fonctionnement de cette conscience intérieure avec les termes de son, jnana, bhranti, vritti, qui seront développés dans la suite du texte.
Dans ce texte, l'auteur aborde des termes qui ne sont pas habituels dans les médias, et donne une brève explication de leur signification. Il décrit 4 facultés de l'esprit humain. Le Sanjnana, qui permet de prendre conscience d'une image et d'établir une relation avec elle, le Prajnana, qui analyse et synthétise l'image pour la comprendre, le Paranjana, qui permet de saisir et de maîtriser l'image dans un but d'action, et enfin le Vijnana, qui détient la connaissance complète de toute chose. Ces facultés sont opérationnelles dans toute conscience active, mais elles se développent de manière erronée et laborieuse chez l'être humain. L'auteur explique également comment ces facultés fonctionnent dans la conscience intérieure, notamment à travers des exemples liés au sens et à la perception. Il est très facile de prendre le texte de l'extrait et de capturer le premier mot de chaque ligne pour le répéter. On peut aussi capturer le deuxième mot et le répéter. On peut même essayer de le faire avec le 4e ou le 5e mot, mais on se perd facilement dans le compte. Il faut compter pour être sûr. Cependant, visualiser ces mots dans le bon ordre et relation est facile lorsque tout est devant nous, mais cela devient plus difficile lorsque l'on entend les mots. C'est le pouvoir de l'esprit intérieur, de la prana, qui permet de placer ces mots dans la bonne relation les uns avec les autres, comme si on les mettait dans une matrice de bon ordre et de bonne relation. Cela ne nécessite pas forcément une visualisation concrète, mais l'esprit sait quelle est cette relation, et si on devait la visualiser correctement, elle se briserait. Cette capacité à percevoir la bonne relation entre les mots et leurs mouvements est également présente lorsque l'on observe des enfants essayer de construire un objet mobile avec leurs mains. Ils peuvent être maladroits au début, mais ils finissent par comprendre quel élément doit être placé en premier. L'esprit intérieur, la prana, voit et connaît immédiatement quel élément convient à l'autre. Cette capacité à comprendre et à voir est présente en chacun de nous, mais chez le génie, il y a un lien avec l'esprit de surface qui permet à cette connaissance intérieure de s'exprimer. Lorsque ce lien est formé et que l'esprit intérieur peut s'exprimer à la surface, nous avons alors la capacité de résoudre les puzzles et de voir et comprendre les liens entre les choses. Cette perception est également présente dans des exemples comme la manière dont le mouvement d'un serpent ou d'un insecte est perçu et suivi, avec une précision extraordinaire dans la nature. Cette même perception joue aussi un rôle dans la reproduction correcte des mots et dans la narration adéquate de la souffrance. Le serpent possède une faculté étonnante qui lui permet d'insérer son venin avec précision. Il doit enfoncer sa dent jusqu'à une certaine profondeur avant de libérer le poison. Cette capacité à agir de manière séquentielle fait partie de son instinct naturel. Il en est de même pour d'autres actions complexes chez les animaux, où la connaissance se transforme en action sans être limitée par la force qui gouverne l'esprit humain. Chez les humains, cette capacité à agir spontanément et sans effort est plus rare, mais elle peut être développée grâce à des méthodes de maîtrise telles que l'archerie ou les arts martiaux. L'objectif est de former un lien entre cette capacité supérieure et l'esprit conscient, pour pouvoir l'utiliser à volonté et permettre à cette volonté intérieure de s'exprimer. Cette faculté supérieure, appelée jnana, coordonne toutes nos actions et connaissances de manière spontanée et sans effort. Elle permet de comprendre et de percevoir au-delà des 5 sens, notamment dans le domaine des phénomènes psychiques. Dans cet extrait, l'auteur explore la façon dont nous percevons et comprenons le monde à travers nos sens. Il mentionne que nos sens ne sont pas simplement limités à la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat, mais qu'il existe un sens essentiel qui transcende ces 5 sens. Ce sens essentiel nous permet de connaître les choses profondément dans leur essence. L'auteur souligne que ce sens essentiel nous permet de percevoir des choses qui ne peuvent pas être traduites en images, en sons ou en couleurs. Par exemple, nous pouvons ressentir les intentions ou les émotions d'une personne sans qu'elles soient exprimées concrètement. C'est grâce à cette perception subtile que nous pouvons vraiment comprendre les autres et nous connecter avec eux. L'auteur affirme également que ce sens essentiel nous permet de prendre contact avec des réalités qui sont loin de nous physiquement ou qui appartiennent à d'autres dimensions. Il mentionne la capacité de visualisation à distance et la connaissance des événements sur d'autres plans de réalité comme des exemples de ce que ce sens essentiel peut nous permettre de percevoir. Il conclut en disant que lorsque nous développons notre capacité à rester en contact avec ce sens essentiel sans le réduire immédiatement à des images ou des sons, nous sommes capables de connaître la vérité de ce qui nous est révélé. Lorsque des intuitions ou des inspirations nous arrivent, nous les recevons de manière pure avant de les laisser se manifester sous forme d'images, de sensations et de sons spécifiques. En résumé, l'auteur met en avant l'existence d'un sens essentiel au-delà des 5 sens habituels, qui nous permet de connaître les choses profondément dans leur essence. Il souligne l'importance de développer notre capacité à nous connecter à ce sens essentiel pour mieux comprendre les autres, percevoir les réalités éloignées et recevoir des intuitions et des inspirations authentiques. Dans ce texte, l'auteur évoque comment les exemples simples issus de notre expérience de vie peuvent faciliter la compréhension de vérités complexes ou spirituelles. Il explique que notre esprit utilise des symboles et des images familières pour représenter ses idées, en fonction de notre propre vécu. Par exemple, une personne vivant en ville pourrait utiliser l'exemple d'un téléphone portable pour illustrer la communication à distance, tandis qu'une personne plus âgée pourrait utiliser l'exemple d'une radio et du fait de l'accorder sur la bonne fréquence. Il souligne que ces symboles sont susceptibles de changer avec le temps et les générations.
L'auteur aborde également la capacité de se connecter à la conscience et à la connaissance intuitive à travers nos sens, et propose que cela représente une sorte de sixième sens qui ne se limite pas aux 5 sens physiques. Il suggère que cette exploration de la conscience et des sens a des implications pratiques pour l'humanité et peut nous permettre de développer notre intuition et notre connaissance profonde du monde qui nous entoure.